Buonasera a tutti. Aperto? Buonasera a tutti, siamo molto contenti di ospitare questa sera un incontro abbastanza eccezionale intorno al libro Intérieur vénitien à la Renaissance di Isabella Palumbo Fossati, Casà. Isabella è una storica dell'arte, ha studiato all'Università di Venezia, è venuta a Parigi, ha fatto una tesi di dottorato all'École des Hautes Études, è una rappresentante della grande storiografia delle annali e della microstoria. Per discutere questo libro insieme a lei abbiamo chiamato il fior fiore della cultura francese nell'ambito della storia dell'arte e della storia del Rinascimento. Riconoscerete tutti accanto a lei Elisabeth Cousset-Pavant, che è una storica dell'arte, una studiosa di Venezia, Pierre Rosenberg, un uomo che gli italiani conoscono e amano al punto che lo hanno attirato a Venezia, dove lui ha una casa e soggiorna abitualmente. Poi c'è Michel Hockmann, che è uno storico del Rinascimento, uno studioso anche lui della cultura veneziana, e Christophe Pomian, che è uno studioso polacco, francese di nazionalità adesso credo, ma italiano e veneziano d'elezione, perché è un grande storico europeo che è qui con noi stasera. Parleranno di questo libro importante su una città nobilissima e singolare, come diceva Francesco Sansovino, che Isabella ha studiato in lungo e largo, studiando palmo a palmo 600 archivi privati, e in dettaglio raccontando tutto gli interni della cultura e della civiltà veneziana all'albore del suo splendore. Io auguro a tutti una buona serata, lascio la parola a Christophe Pomian, che potrà parlare italiano, anche polacco, per chi di noi volesse sentire questa bellissima lingua, e forse francese. Buona serata a tutti. Grazie mille. En ma qualité de modérateur, je ne vais pas parler ni monopoliser la parole. Juste quelques phrases. Ceux d'entre vous qui se souviennent du roman pas très lu aujourd'hui, de Lesage, qui s'appelait Le Diable boiteux, et qui est d'ailleurs une excellente allusion à Talleyrand, qui était un des maîtres de ces lieux. Ceux donc qui ont lu les romans de Lesage se souviennent qu'il commence par une scène où Asmodée, le diable boiteux en l'occurrence, soulève les toits des maisons madrilènes et montre au licencié qui ensuite est les héros du roman, ou les narrateurs, je ne me souviens plus moi-même, les intérieurs des maisons madrilènes et ce qui s'y passe. Alors il s'y passe des choses très indécentes que je ne vous décrirai pas, évidemment. Isabelle Palumbo Fossati Casa a soulevé pour nous les toits des maisons vénitiennes du XVIe siècle, ce qui était une opération plus difficile que celle d'Asmodée pour au moins deux raisons. D'abord, elle n'a pas, pour autant que je la connaisse, des qualités démoniaques. Et donc, ce qui était facile pour un diable, qui était un diable important d'ailleurs, n'était pas facile pour elle. Et en plus, les diables soulevaient les toits des maisons madrilènes dès son temps, tandis qu'elle avait à soulever les toits des maisons vénitiennes du XVIe siècle, ce qui est une toute autre affaire, beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile, qui nécessite un travail lourd de recherche qu'elle a fait héroïquement et qui nous vaut ce très beau livre. Et maintenant, je donne la parole à Madame Cousset-Pavant pour en parler plus en détail sur le fond. Merci beaucoup. Alors, en fait, il y aurait bien des façons de faire découvrir le livre d'Isabella Palumbo Fossati. Et la voie que j'ai choisie pour pénétrer dans ce livre et pour faire pénétrer donc le futur lecteur, c'est celle des couleurs. La Venise des intérieurs vénitiens à la Renaissance est en effet une Venise en couleurs. Alors pas la couleur, pas seulement le vert, la gamme des verts de la lagune ou la gamme des roses et rouges des toits vénitiens,
mais une Venise, comme le dit très bien Isabelle, une Venise du rouge, du vert et de l'or, le rouge et le vert des tapis qui recouvrent les sols des maisons, même les maisons relativement populaires, des tapis qui sont déposés les jours de fête au rebord des fenêtres pour orner les façades, le rouge et le vert des coffres peints qui meublent les chambres, le rouge et le vert des robes, des châles, des manteaux que les coffres renferment, le rouge et le vert de tous ces couvre-lits, ces tentures, ces coussins qui recouvrent les lits. Donc le rouge et le vert des étoffes de ces chambres, de ces grandes salles, et puis l'or des cuirs dorés, si présent dans les maisons des marchands, l'or des tableaux, des madones, l'or qui rehausse les bois de lit, le vert des luminaires précieux, les fourchettes, les horloges, les couvertures et les miroirs, l'or omniprésent, jusqu'à devenir une véritable folie de l'or, comme le dit Isabelle, dans les maisons des marchands. Donc c'est une Venise en couleurs qui est mise en scène, pour une part déjà dans certains tableaux de Carpaccio, de Bordone ou de Lorenzo Lotto, mais qui est ici en fait racontée, montrée, rendue très visible, très concrète, par des mots, les mots des centaines d'inventaires qu'Isabelle a dépouillés, les mots donc d'Isabelle Palumbo Fossati qui agencent tous ces mots vénitiens ou latins en un récit aussi passionnant que plaisant, le récit de la vie dans les maisons vénitiennes de la seconde moitié du XVIe siècle. Alors, je préciserai d'ailleurs tout de suite que ma comparaison avec certains tableaux de la peinture vénitienne, dont d'ailleurs les reproductions scandent joliment notre lecture du livre d'Isabelle Palumbo Fossati, n'est pas vraiment une comparaison pertinente. Ces tableaux, en effet, et je citerai simplement le rêve de Saint-Ursule de Carpaccio, représente les intérieurs les plus riches, ceux que distinguent justement les plafonds ornés, les lits luxueux, les tentures, les tapisseries. Or, et c'est là tout l'intérêt puissant à mes yeux, moi qui suis historienne, pas historienne de l'art, l'intérêt puissant du livre d'Isabelle Palumbo Fossati, c'est de nous faire pénétrer dans des intérieurs qui, non pas seulement dans ces intérieurs qui ont été, non pas, je dirais, les mieux connus, mais au moins les moins mal connus, c'est-à-dire les intérieurs des maisons nobles et des maisons patriciennes, mais au contraire de nous faire découvrir une autre Venise, c'est-à-dire ce que j'appellerais une Tota Venezia, une Venise qui est rendue dans sa complexité, qui est rendue dans sa diversité sociale. Et ce caractère original, vraiment, du livre d'Isabelle Palumbo Fossati me paraît devoir être souligné. Et je voudrais simplement donc en relever quelques aspects qui sont, à mes yeux, particulièrement saillants. Alors, d'abord, ce livre, on vous l'a dit déjà, s'appuie sur une documentation qui est véritablement exceptionnelle. Ces inventaires de biens rédigés, alors souvent évidemment au moment d'un décès, c'est la situation la plus fréquente pour rédiger un inventaire de biens, mais pas seulement. Il faut songer par exemple aux inventaires des biens féminins qui sont eux rédigés par le notaire ou parfois il s'agissait simplement d'un fripier, mais là il s'agit plutôt de notaire, au moment du mariage. Et c'est un des prix, je crois, précisément de ce livre, que de nous faire découvrir, parmi bien des réalités sociales, aussi le monde des femmes, les femmes qui travaillent, mais aussi celles qui pensent plutôt à plaire, les femmes et leurs châles, leurs fourrures et leurs bijoux, mais aussi les femmes et leurs aiguilles et leurs dés à coudre, leurs chapelets, leurs bréviaires et leurs croix. Alors, ces documents qu'Isabelle Palumbo a exploités, s'ils sont conservés en nombre déjà relativement abondant
par exemple au XVe siècle, ne concerne alors, sauf à de très rares exceptions près, que justement les plus riches des Vénitiens, les patriciens, parce que très souvent, évidemment, les exécuteurs testamentaires, pour gérer des legs qui étaient assez complexes, utilisaient ces inventaires. Mais en revanche, avant l'époque étudiée par Isabella Palumbo, ces inventaires pour les autres milieux sociaux sont absolument rarissimes. Alors, on peut parfois trouver un testament qui fait apparaître quelques modestes biens qui ont été mis en gage ou reçus en gage. On trouve aussi quelques inventaires dressés justement par les fripiers, des quelques draps ou quelques paniers que porte l'épouse parmi son trousseau, mais rien de plus. Or, tout change au XVIe siècle et le socle documentaire d'Isabella Palumbo Fossati est vraiment tout autre, puisque des riches aux pauvres, des nobles aux citoyens, du marchand aux marchands de saucisses, des sénateurs donc aux Grecs ou aux Juifs du ghetto, toutes les catégories de la population sociale, ou presque, sont éclairées. C'est donc la population de Venise, qui compte alors 150 000 habitants, qui nous est dévoilée dans ces catégories sociales, mais aussi dans ces catégories de sexe et d'âge, puisque je l'ai dit, il y a dans ce livre des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, et même des enfants que nous voyons apparaître à travers leurs berceaux, et puis les petits objets porte-bonheur, ornés de corail ou de turquoise, que ces enfants, avaient été offerts à ces enfants. Donc une population qui ressurgit vraiment dans toute sa bigarrure, des silhouettes multiples qui sont dessinées, et je le répète, le spectre social pratiquement qui apparaît dans toute son amplitude. Et en même temps, et je crois qu'il faut être sensible aussi à cette dimension du livre. Bien entendu, ce qu'il y a de fascinant, c'est que cette population vit dans une ville qui a été longtemps une des grandes villes d'Occident, une cité capitale de première importance. Et cette cité, Venise, demeure encore dans la deuxième moitié du XVIe siècle, même si le temps de l'apogée est passé, malgré les pestes et malgré la fin de la primauté marchande, un État qui compte dans le jeu international une métropole commerciale et industrielle, une ville riche et cosmopolite. Dans le même temps encore, et cette observation complète celle que je viens de formuler, la ville de Venise, dans son paysage matériel, vraiment le paysage urbain, ressurgit dans ce livre. Donc les maisons, les puits, les cours, les petites places, les campi, les campielli. Et la ville apparaît là encore dans la diversité de ces quartiers grâce à ce choix de faire porter le regard sur l'ensemble d'une population. Et nous voyons là encore la ville de Venise dans tout son circuit, du ghetto surpeuplé où les juifs d'origine séfarade vivent dans des conditions un peu difficiles du fait des sous-locations extraordinaires qu'il y a dans le ghetto, aux paroisses centrales autour du marché du Rialto où il y a surtout les boutiques de marchands. Alors Isabella Palumbo le dit finalement dans son livre, il y a peu d'inventaires qui regardent les palais du Grand Canal, même si on voit apparaître un certain nombre des maisons patriciennes les plus célèbres, comme le fameux palais Pisani de Santa Maria Formosa. Mais en fait, des maisons nobles, des maisons patriciennes qui sont dispersées à travers toute la ville de Venise. Et c'est vrai que dans la Venise du XVIe siècle, même s'il y a des quartiers qui ont une tonalité populaire un peu plus marquée, comme l'extrémité orientale du quartier de Castello, près de l'Arsenal, ou les marges de Dorsoduro, on a encore un tissu urbain où l'habitat noble demeure dispersé et finalement aujourd'hui, qui marche dans la Venise d'aujourd'hui, découvre très bien cette réalité. Une promenade dans la Venise d'aujourd'hui suffit à convaincre de l'absence évidemment de ségrégation sociale, d'un urbanisme très différencié par quartier dans la Venise du XVIe siècle.
Alors, de même, Isabella le dit, finalement, pas d'inventaire des plus pauvres, hein, de ceux qui vivent vraiment dans la pénurie, ceux que l'on voit dans les archives judiciaires, par exemple, camper, vivre dans les barques qui sont ancrées au bord des canaux, au marché, par exemple. Mais sinon, vraiment, une formidable typologie sociale, une formidable typologie de maisons, des maisons à pièces uniques, qui constituent évidemment une part importante de l'habitat, au palais riche de dizaines de pièces, en passant par toutes les catégories intermédiaires. La porte vous est ouverte sur tous les intérieurs, de la chambre d'hôpital où pouvait vivre la veuve indigente, aux intérieurs surchargés des marchands. Or, et là, je voudrais vraiment y insister, cette vision de Venise qui nous est proposée est une vision inédite. Pourquoi ? Parce que ces inventaires, lorsqu'ils ont été sollicités, l'ont été en général, je l'ai dit tout à l'heure, pour faire découvrir l'intérieur des plus riches ou pour documenter des pratiques qui se mettent en place à la fin du XVe siècle et surtout au début du XVIe siècle, avant de s'épanouir vraiment au long du XVIe siècle, à savoir évidemment les collections de tableaux, les collections de médailles, avant les premières collections de curiosités. Alors bien sûr, ces phénomènes sont considérés dans le livre d'Isabella, mais il y aura de bien meilleurs spécialistes que moi pour parler de ces questions et pour évoquer les collections qui sont ici mises au jour, collections de tableaux, collections de médailles. Mais ces inventaires, alors dont je voudrais d'ailleurs souligner au passage la difficulté de lecture, hein, je crois que là, il faut le dire très nettement, il fallait être une Vénitienne comme Isabella Palumbo Fossati pour parvenir à comprendre très concrètement ce qu'étaient la plupart des objets signalés dans ces inventaires. Donc ces inventaires, et il y a d'ailleurs en fin de volume un glossaire très intéressant qui éclaire certaines des difficultés. Ces inventaires, lorsqu'ils sont lus comme elle l'a fait de manière sérielle, 600, et lorsqu'ils sont lus comme elle l'a fait de la première à la dernière ligne, c'est-à-dire du tableau de maître au mouchoir, hein, ou du dressoir au coffre un peu défoncé ou à la broche à rôtir, justement, ces inventaires alors permettent beaucoup d'autres approches. C'est-à-dire qu'à côté des tableaux de maître, vous avez toute une culture matérielle, hein, qui est rendue à la vie. Et le point peut-être le plus significatif est qu'il apparaît alors que la plupart des maisons, même les maisons populaires, possèdent déjà un mobilier assez diversifié, des lits, des tables, des armoires, des sièges, des matelas confortables, des lampes à huile, des miroirs, des cuivres, des faïences, des tableaux, des vêtements. Donc, c'est à ces énumérations, si vous voulez, que l'on mesure ce qu'est la richesse vénitienne, une richesse qui n'est pas simplement celle des marchands, mais une richesse qui frappe, puisque même les maisons relativement modestes jouissent d'un confort relatif, et même ces maisons populaires abritent finalement beaucoup d'objets venus de loin, comme des tapis du Caire ou des faïences de Constantinople, et ce qui nous montre bien comment la ville des années 1560-70 demeure, même si elle n'est plus évidemment le centre de l'économie monde, un grand port, un lieu d'échange actif, un des centres où s'effectue un transfert de biens, mais aussi d'idées et de mots, j'insiste sur les mots voyageurs, hein, qui sont une des préoccupations aussi d'Isabella Palumbo Fossati. Et puis, je remarquerai, et finalement, il y a là rien que de très normal en histoire, comment un certain nombre d'objets qu'on trouve attestés dans les maisons patriciennes au XVe siècle, désormais sont mentionnés, donc un siècle plus tard, sont mentionnés dans les maisons populaires, comme les fourchettes, qui sont, dès le XVe siècle, une des particularités des intérieurs vénitiens, ces fourchettes, hein, qui sont énumérées parfois par centaines dans les inventaires.
les tableaux, et en particulier, et j'étais très frappée par ce fait, ces tableaux à la grecque, que moi je trouve toujours au XVe siècle, sont toujours présents en nombre dans les inventaires de la deuxième moitié du XVIe siècle, donc une sorte de permanence de la production sans doute, et en même temps des goûts pour ces tableaux. Alors cette richesse très frappante, je le répète, dans les intérieurs même modestes, change bien sûr d'échelle dans les intérieurs marchands et dans les intérieurs patriciens. Alors vous découvrez un raffinement de luxe venu de tous les horizons des arrivages, tapis orientaux, tapisseries flamandes, armes que fabrique l'industrie lombarde. Donc des arrivages qui viennent satisfaire la demande de la clientèle et donc des objets venus de l'importation, mais aussi, et l'historienne de l'économie que je suis aussi, là, est très sensible à cette dimension, c'est-à-dire à l'arrière-fond, en fait, on voit toute l'industrie vénitienne, des métiers de luxe, pratiquement aussi des arts décoratifs, qui travaillent pour produire ces courtines en soie brodées d'or, ces couvre-lits cramoisis à la frise d'or, garnis de plumes, de fourrure. Ces ateliers vénitiens, donc, qui produisent tous ces couverts de métal précieux, ces émaux, ces bronzes, et puis le verre évidemment de Murano, présent dans ses réalisations les plus précieuses, les miroirs, mais aussi les vases précieux. Donc, on le voit, une richesse frappante, et surtout, donc, si vous voulez, ce qui me paraît très frappant, c'est que de la mode féminine dans toutes ses créations, au goût nouveau pour ce qui est du style, ou au goût, au contraire, pour un modèle ancien, à l'exemple des fourchettes aux manches à l'ancienne, ça m'a beaucoup frappé, ce goût nouveau qui se manifeste pour l'Antiquité, des valises aux boucles d'oreilles que la Renaissance redécouvre et resuspend à l'oreille des femmes, puisque le Moyen-Âge ignore la boucle d'oreille. Les découvertes sont extraordinairement nombreuses dans ce livre. Un formidable inventaire d'objets luxueux ou plus modestes, ou utiles ou au contraire fastueux, revis, et avec eux, le lecteur est convié à un voyage qui est aussi passionnant qu'agréable dans une Venise qui est une Venise différente, une Venise que l'abondante bibliographie sur Venise ignore le plus souvent, la Venise, comme je disais, du rouge et du vert, des instruments de musique et des faïences, la Venise des intérieurs de la Renaissance, qui donc a une Venise que j'ai trouvée, pour ce qui me concerne, tout à fait passionnante. Merci pour cette excellente présentation du livre dans la perspective, je dirais, de l'histoire des civilisations. Et je passe tout de suite la parole à Michel Hochmann, qui va probablement regarder les choses dans la perspective de l'historien d'art qu'il est. Merci. Oui, c'est en effet un peu comme historien de l'art que je vais maintenant aborder le livre d'Isabelle. Je veux dire tout d'abord que je suis extrêmement heureux de la parution de cet ouvrage. C'est une parution qui a été très longtemps attendue. On ne dira pas quand cette thèse a été soutenue, mais ça fait quand même un certain temps. Et donc, on était tous contraints, moi le premier, d'aller à la bibliothèque de la Sorbonne, parce que ça n'était même pas en microfilm, en microforme, je crois. Donc, on était tous contraints d'aller à la bibliothèque de la Sorbonne, de demander les microformes qui ne se trouvaient que là, et pour consulter ce travail absolument fondamental, et qu'on était donc obligé de citer uniquement sous cette forme. Donc maintenant, on aura enfin une référence bibliographique, et tout le monde pourra s'y référer. Donc c'est un travail qui a joué un rôle essentiel, je crois, pour tous les spécialistes de Venise, et en particulier, naturellement, pour ceux dont je suis, qui s'intéressent à l'histoire des collections, parce que tout simplement, c'était un travail pionnier. C'était un travail pionnier dans la mesure où les historiens de l'art, d'habitude, qui s'intéressent justement aux collections, se consacrent, comme l'a rappelé Madame Crozet-Pavant, aux cas exceptionnels, aux grandes collections, aux gens qui possèdent des tissus,
Vénitiens, des Giorgione, des Véronèses, donc aux personnalités qui sortent du lot. Et ces personnalités qui sortent du lot, on trouve un inventaire, disons, par décennie, pratiquement au XVIe siècle, alors que là, Isabella Palumbo Fossati a justement choisi une approche sérielle qui change considérablement notre regard sur le phénomène. On ne peut pas dire qu'elle ait été totalement la première dans ce sens, puisqu'il y a eu une glorieuse tradition déjà d'exploration des intérieurs vénitiens à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en France, notamment en Italie, excusez-moi, notamment l'admirable travail de Pompeo Molmenti, l'histoire de Venise dans la vie privée, qui déjà donc avait cette approche qu'elle a reprise, mais c'est une approche qui avait été oubliée, je crois, pendant de longues années, de longues décennies, et donc de ce point de vue-là, cette redécouverte de cette étude systématique des inventaires a constitué, je crois, un moment très important dans l'historiographie de Venise, mais qui est resté, encore une fois, un peu clandestin, à part les remarquables articles que tu avais tirés de ta thèse, l'article sur Erizzo ou l'article sur l'intérieur de la maison d'artistes à Venise, qui avait été aussi considéré tout de suite comme un moment très important dans l'histoire de l'art. Mais donc, encore une fois, on est très heureux de voir arriver ce travail sous une forme publiée. Et de cela, je me félicite, d'autant que c'est une publication qui est extrêmement agréable à lire et très très bien présentée, avec un choix d'illustrations, j'ai trouvé extrêmement heureux, des planches très très évocatrices, souvent très originales, qui complètent parfaitement le texte. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a d'important pour un historien de l'art à ces grandes enquêtes sérielles ? Il faut dire que c'est maintenant en fait quelque chose qui est aussi un peu à la mode en histoire de l'art. L'histoire de l'art s'oriente de plus en plus, ou du moins une partie de l'histoire de l'art s'oriente de plus en plus vers ce qu'on appelle l'économie de l'art. Et donc l'histoire de l'art aussi commence à s'intéresser à ce phénomène des grands nombres. Et dans ce cadre-là, donc, on se retrouve tout à fait dans le cas de figure que tu as exploré, c'est-à-dire justement d'élargir un peu notre enquête au-delà des cas singuliers pour justement remettre ces cas singuliers dans un cadre plus vaste, un cadre fondamental qui permet de mieux comprendre justement les personnalités exceptionnelles que sont les grands collectionneurs, mais aussi de mieux comprendre la production artistique de la période. Et c'est vrai notamment pour ce à quoi je vais m'intéresser un peu plus particulièrement, puisque c'est à ça un peu que je travaille, c'est vrai notamment pour ce qui concerne l'histoire de la peinture. D'une part, parce qu'en ayant comme ça une vue globale sur les intérieurs vénitiens de la fin du XVIe siècle, on comprend mieux tout simplement dans quel cadre étaient situés ces tableaux que nous admirons aujourd'hui au mur des musées. En particulier au travers de ce que Mme Crozet-Pavant a déjà souligné, cette attention que tu as et qui est, je crois, fondamentale, cette attention aux couleurs des murs, aux couleurs des étoffes sur lesquelles ces tableaux prenaient place, mais aussi aux meubles qui entouraient ces tableaux, c'est-à-dire les coffres, les miroirs qui jouent un très grand rôle dans les intérieurs vénitiens de la période. Et on comprend beaucoup mieux aussi certains phénomènes si on pense qu'à un tableau était associé un miroir qui souvent avait le même cadre et donc qui prenait place dans un système cohérent qu'aujourd'hui, naturellement, nous avons perdu, mais qu'on peut maintenant, grâce à ton livre, reconstituer mentalement. D'autre part, une étude quantitative est aussi fondamentale pour estimer, c'est aussi ce que d'autres historiens ont essayé pour d'autres milieux, je pense notamment à Antoine Schnapper pour Paris, mais aussi à toute une série d'historiens en ce qui concerne les Flandres et en particulier Anvers. Donc une étude quantitative est très importante pour comprendre, pour nous historiens de l'art, quelle pouvait être la demande de peinture à une certaine époque. Et ton travail est d'autant plus important qu'on est ici à une période charnière. C'est vraiment le moment où se constitue dans les intérieurs de l'époque un véritable goût pour la peinture. Disons que pendant la première moitié du siècle, du XVIe siècle, et encore plus à plus forte raison pour le XVe siècle, la peinture reste un objet très rare. Dans un tableau, c'est très rare dans un intérieur. Alors qu'on est là justement à un moment où on commence vraiment à avoir un véritable processus d'accumulation qui va porter, à la fin du siècle, à l'apparition de véritables collections au sens moderne du terme de tableaux, où on a des collections, disons, elles restent très rares, mais d'une centaine de tableaux. C'est un phénomène que Bertrand Gestaz a bien mis déjà en évidence de manière aussi toujours à partir d'un grand lot d'inventaires pour la deuxième moitié du XVIe siècle. Il a pu montrer qu'en particulier,
Ça reste relativement rare, mais on commence à voir donc, dans ces années-là des propriétaires de tableaux qui deviennent plus fréquents. Gestaz a montré donc qu'on avait pour la fin du siècle 185 sur 11 000, je vous donne les chiffres parce que c'est important, sur 11 000 inventaires qu'il a étudiés. Je ne sais pas combien, tu as fait une estimation du... Oui, mais enfin disons, pour 11 000 inventaires que Gestaz a étudiés, il trouve 185 personnes qui ont plus de 10 tableaux. Donc vous voyez que c'est loin d'être un phénomène très général à l'époque. Et là, beaucoup de ces propriétaires d'un grand nombre de tableaux se trouvent justement à la période qu'a étudiée Isabelle, c'est-à-dire que 49 des propriétaires qui ont plus de 20 tableaux se situent après 1570, c'est-à-dire justement dans ces années-là, dont 19 ont plus de 30 tableaux. Donc vous voyez que ça reste encore marginal, mais on est vraiment à un moment charnière, et ça, tu le montres très très bien, en corrélant justement ce goût pour la peinture et le nombre de tableaux à la situation sociale. Et cela, Madame Crozet-Pavant l'a bien rappelé, puisque tu détailles justement les biens en fonction donc de la condition sociale des différents propriétaires, en partant donc des couches populaires, en passant par les marchands, les patriciens, puis ensuite des cas un peu particuliers que sont les ecclésiastiques, les artistes, les étrangers, etc. Alors certes, au point de départ, et j'étais dans ce cas moi aussi quand j'ai commencé à regarder un peu les inventaires, ces documents peuvent apparaître comme décevants, surtout pour un historien de l'art, parce qu'il faut rappeler que, contrairement à ce qu'on trouve pour des périodes postérieures, dans 99,99% des cas, vous n'avez pas de nom d'artiste, vous n'avez pas d'estimation, vous n'avez même pas la dimension des œuvres. Donc ce sont des documents qui sont, par rapport à ce qu'on attend, nous, historiens de l'art, d'un inventaire, extraordinairement pauvres. Mais si on sait les lire comme Isabelle, là, en fait, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Il y a des informations concernant les sujets en particulier. Et là, on a un phénomène tout à fait extraordinaire qui apparaît, c'est la diversification des sujets. Alors que, disons, en gros, au XVe, début du XVIe siècle, vous avez une assez grande uniformité et bien sûr une grande partie des tableaux sont des tableaux religieux. 70% des tableaux sont des madones à l'enfant. Dans la période qu'Isabelle a étudiée, on voit apparaître de nouveaux genres, on voit apparaître de nouveaux sujets, en particulier bien sûr le grand développement du paysage à cette époque, mais aussi le développement de ce qu'on pourrait appeler d'une manière un petit peu vague la peinture de genre, avec des peintures comiques, des peintures de berger, le développement du nu aussi. La présence des œuvres étrangères, des tableaux grecs sur lesquels on a déjà insisté, mais aussi l'extraordinaire concurrence que commence à constituer à Venise, comme dans d'autres grands centres urbains, la production très intense des toiles flamandes qui sont en train de gagner à peu près toute l'Europe à ce moment-là. La présence des portraits, et là Isabelle a relevé, c'est passionnant, que le portrait est un phénomène qui ne concerne pas seulement les couches dominantes, mais toutes les couches de la population. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est très très riche d'enseignement. Donc, c'est là, je crois vraiment, cette étude nous montre bien que ces documents qui apparemment peuvent sembler très très pauvres, en réalité, aussi bien du point de vue quantitatif que du point de vue des sujets des tableaux, sont extrêmement riches d'enseignements si on sait les analyser comme elle sait le faire. Et donc, cette approche fondée sur le grand nombre permet aussi de risquer une approche qui relève un peu de l'histoire sociale de l'art. Donc Isabelle cherche à montrer ce qui caractérise justement les goûts des différentes couches de la société vénitienne qu'elle analyse. Donc je rappelle le peuple, les marchands, les fonctionnaires, les notaires, les ecclésiastiques, les patriciens, etc. Elle cherche à voir comment justement ces différentes couches peuvent avoir peut-être un goût spécifique en fonction de leur appartenance sociale. Et là, elle va, et je partage parfaitement son point de vue, contre des idées un peu reçues qui émanent d'une vision marxiste un peu grossière des choses. Une vision marxiste qui nous a longtemps enseigné que justement cette diversification des sujets dans la peinture, cette apparition d'une peinture de genre, d'une peinture comique, justement vous avez là la peinture des Bassano qui illustre parfaitement ce phénomène à Venise, vous voyez, avec ces scènes de cuisine, ces scènes où on voit des bergers, etc., serait liée au développement du goût pour la peinture dans les couches moyennes, pourrait-on dire, qu'il s'agirait d'un peu d'un goût bourgeois. Or, ce que montre très bien Isabelle, là, c'est que ce n'est pas du tout le cas, qu'au contraire, la plus grande diversité de sujets qu'on rencontre, et ces sujets justement, disons, de genre, ils apparaissent non pas dans les couches inférieures de la population, ni même dans les couches moyennes, mais bien dans les couches élevées de la population. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'encore une fois, une analyse sociale de ces inventaires est évidemment très, 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 très riche d'enseignements. J'aurais justement là, ce serait
peut-être la question que j'aurais à poser à Isabelle, là, c'est par là que je terminerai, parce que c'est une question que je me suis posée moi aussi assez récemment. Est-ce que cependant, on a, au travers de ces documents, suffisamment d'informations pour pouvoir risquer des hypothèses précises, comme on peut le faire en sociologie de l'art, sur ce qu'est le goût d'un certain milieu. Alors, tu te risques justement à essayer de distinguer le goût du marchand du goût du patricien, mais quelquefois je me dis, mais j'aurais 100 exemples à dire pour dire qu'on retrouve exactement les mêmes phénomènes dans une couche et dans l'autre. Donc, certes, il y a des données, comme par exemple sur la question de la peinture de genre, où je crois que là, vraiment, tu apportes quelque chose qui est parfaitement démontrable. Dire pour autant qu'on peut vraiment, à partir d'un inventaire, risquer des hypothèses fermes sur une stratification sociale des goûts dans la population vénitienne, ça me semble encore à creuser. C'est une donnée peut-être sur laquelle tu pourras revenir, mais qui, à mon avis, n'est pas aussi facile à établir qu'on peut le faire, que Bourdieu pourrait le faire, par exemple, pour le goût de nos contemporains. Voilà. Mais enfin, encore une fois, je suis très très heureux de voir ce livre venu à terme. Merci Michel Hockmann, et je passe donc tout de suite la parole à Pierre Rosenberg. Qui n'aura pas grand-chose à dire, parce que vous avez compris que tout a été déjà dit par des gens qui connaissent beaucoup mieux ces questions que moi. D'une part, évidemment, l'histoire sociale de l'art, c'est pas mon affaire, et d'autre part, si je m'intéresse un peu à Venise, c'est plutôt dans les siècles plus récents, c'est-à-dire le XVIIe ou le XVIIIe, et que d'autre part, l'histoire de l'art a été traitée brillamment par Michel Hockmann, donc voilà, il me reste vraiment plus grand-chose à dire. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas tout à fait, mais je vais quand même essayer de vous dire d'abord le plaisir qu'on éprouve à lire ce livre. C'est un livre qu'on lit facilement, malgré son ambition et son sujet, c'est-à-dire ces centaines d'inventaires qui ont été dépouillés dans toutes les classes sociales. Ça a été répété, ça a été dit. Et des inventaires, il n'y a rien de plus aride, rien de plus ennuyeux, rien de plus austère, rien de plus... mais là, la manière dont ils sont exploités, dont ils permettent de se rendre mieux compte de ce qu'était la vie vénitienne du XVIe siècle, évidemment, c'est une approche tout à fait, pas tout à fait nouvelle, mais tout à fait originale et qui n'avait jamais été faite à ce point pour ce qui est de la Venise du XVIe siècle. Alors nous sommes tous habitués pour cette Venise du XXe siècle, de la Renaissance, nous voyons un certain nombre de tableaux que nous connaissons, un certain nombre de livres très abondants, plus ou moins bons, consacrés aux artistes du temps, mais au fond, et en plus nous avons un peu idée à cause des modèles et à cause également des tableaux parfois, nous imaginons un peu le cadre dans lequel les Vénitiens pouvaient vivre, mais au fond, tout ça restait très vague. Tout ça restait très très vague, et au fond, ces tableaux sont sur les murs des musées, ils ne sont plus du tout là où ils étaient à l'origine. Ces œuvres d'art, on les admire, mais les replacer dans le contexte de cette Venise du XVIe siècle, c'est évidemment quelque chose d'assez passionnant et évidemment d'extrêmement instructif. On ne regardera plus les tableaux comme on les avait regardés autrefois, en dehors de ce cadre, si vous voulez. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? J'en sais rien. Je crois qu'on peut les regarder aussi sans ce cadre, mais ce cadre est quand même très important et parfois peut aider à leur donner une signification que nous avons perdue de vue. Alors on lit ce livre évidemment avec un grand plaisir, c'est un travail assez original, c'est à la croisée de plusieurs chemins, ça n'est pas de l'histoire de l'art pur au sens traditionnel du terme, enfin voilà, c'est aussi cela qui le rend très intéressant, cette espèce de croisement entre plusieurs choses. Il y a des passages du livre qui sont extrêmement amusants, il y a le glossaire notamment, le glossaire, il y a des exemples justement de ce vocabulaire vénitien du XVIe siècle qui sont extrêmement amusants et qui, là aussi, rendent vie un petit peu à la Venise du XVIe siècle. Je crois que quelques exemples, on peut en citer quelques-uns, là vous l'avez sous les yeux, qui sont extrêmement amusants. Évidemment, parce que évidemment, ça n'est pas de l'italien tel que nous connaissons, c'est du vénitien du XVIe siècle. Et évidemment, ce glossaire est aussi une manière de pénétrer dans cette Venise du XVIe siècle ou de la Renaissance d'une manière un peu nouvelle. Enfin, là, véritablement, on s'instruit considérablement, par exemple, de savoir que fil brun de chanvre, étoupe au fil de chanvre se disait alza, etc., est assez amusant. Et des exemples de ce genre, vous en avez des centaines, oui, vraiment des centaines. Et à cet égard aussi, c'est une manière de pénétrer dans cette Venise d'une autre manière que nous le faisons aujourd'hui. Alors, je me suis aussi interrogé de savoir si des travaux comparables existaient pour d'autres grandes villes italiennes et si surtout ces travaux comparables ne méritaient pas
une sorte de... S'il ne serait pas utile de faire une comparaison. C'était une question que je voulais vous poser aussi, entre en effet cette Venise de la Renaissance, la Naples de la même époque, et même d'autres villes. Vous avez rappelé Antoine Schnapper, mais c'est évidemment des travaux plus sur le XVIIe que sur le XVIe, pour des raisons d'ailleurs faciles à comprendre. Donc je crois que l'élément comparatif, à mon avis, pourrait vous aider déjà à prévoir une suite à votre livre, un second volume, parce que ce serait assez passionnant de voir en quoi Venise se distingue des autres villes de l'époque et en quoi justement elle est particulière et en quoi justement cette Venise qui a été une des grandes capitales européennes mais qui est en train de perdre un peu cette première place, bien qu'elle ne la perd pas du point de vue artistique, bien au contraire, puisque c'est l'époque au contraire de ses plus grands triomphes artistiques, et bien de voir un petit peu comment on peut comparer cela avec d'autres grandes villes européennes, italiennes d'assaut, peut être absolument passionnant. Et je ne sais pas si ça a été vraiment mené à bien jusqu'à présent. Pas vraiment, je crois. Donc là, si vous voulez, on attend un petit peu, maintenant que ce premier livre est fait, une suite en ce sens. Et puis, alors, si vous voulez, je ne veux pas non plus être très long, d'autant plus que j'ai beaucoup aimé, et ça je vais la lire, votre très courte intervention, comparaison avec la Venise d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ce passage, parce qu'évidemment, c'est aussi une manière de nous rappeler à l'ordre quand nous allons maintenant à Venise. Et ce sont quelques lignes. Que je trouve utile dans un tel livre et qui, à mon avis, aussi donne à ce livre sa particularité, sa note, son originalité et cette note un peu particulière qui est très directe, très spontanée et qui m'a beaucoup touché. C'est avec nostalgie, et c'est un mot que je comprends très bien que l'on utilise, c'est avec nostalgie que l'on repense au dynamisme de cette Venise trépidante qui contraste si fort avec la perte d'élan qui la touche aujourd'hui et avec les difficultés nouvelles auxquelles elle doit faire face dans tous les domaines. Et en effet, ces quelques lignes, presque, si j'ose dire, laissées au hasard de la lecture, ces quelques lignes-là sont excellentes pour que quand nous nous rendons aujourd'hui à Venise, que ce sentiment de nostalgie, nous puissions un peu le contrebalancer par cette évocation que vous nous avez faite de toute la Venise, dans sa variété, de tous les milieux sociaux, de toutes les classes sociales et de ce mode de vie qu'on voit un peu revivre et que l'on peut comparer à celui d'aujourd'hui, à celui d'aujourd'hui. Il y a une chose qui m'a frappé également dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, au fond, pour nous, Venise, c'est la ville de l'eau. Et c'est la réaction de tous les visiteurs, c'est ce particularisme, cette particularité de Venise, ville de l'eau. Dans votre livre, l'eau ne joue pas un grand rôle. Est-ce qu'elle ne jouait pas un très grand rôle ? Oui, il y a des bateaux, mais on n'a pas l'impression que cette originalité, cette spécificité de la Venise d'aujourd'hui soit aussi été ressentie d'une manière aussi profonde par ceux qui l'habitaient ou ceux qui la visitaient au XVe et au XVIe siècle. Et est-ce que cette originalité si forte qui la distingue de toutes les autres villes du monde a été ressentie d'une manière aussi sensible, aussi évidente par ceux qui la visitaient ou ceux qui l'habitaient à l'époque qui vous occupaient? Oui, sûrement oui, je pense, mais c'est le type de source. Ce sont des inventaires de maisons, donc ils évoquent assez souvent les portes d'eau, les rives, les gondoles, mais c'est vrai que c'est très timide, si je peux dire. C'est très timide, mais ce sont les sources. Mais c'est vrai que c'est intéressant, en fait. Le verre, évidemment, qui est une autre spécificité vénitienne, apparaît très clairement dans votre livre et joue un rôle majeur. D'autres spécificités vénitiennes qui nous sont bien familières sont tout aussi claires. Mais l'eau, ces canaux, ces moyens de transport, cette manière d'être un piéton, qui quand même est unique par le monde. Évidemment, on était piéton dans toutes les villes de l'époque. Mais cette spécificité qui a demeuré, celle-là, je ne pense pas qu'on y était aussi sensible que nous le sommes aujourd'hui. C'est à réfléchir. C'est à réfléchir. Je pense que c'est plutôt les sources qui me donnent peu de choses. Non, voilà. Merci Pierre Rosenberg.
Avant de donner la parole à... Excusez-moi. Avant de donner la parole à Isabelle, je voudrais dire quelques mots dans une toute autre en me plaçant dans une toute autre perspective. Non pas en tant que ci-devant historien des collections vénitiennes, terrain que je ne fréquente plus depuis longtemps, mais en renouant avec un mot qui a été utilisé par Marina quand elle introduisait notre séance, le mot annales. Parce que c'est un livre, et je pense qu'il est important qu'on le sache, qui est né, j'y assistais, dans un programme de recherche et dans un climat savant tout à fait particulier et dont il est peut-être triste, et peut-être c'est tout à fait normal de dire qu'il n'existe plus. Il y a deux noms que je voudrais citer ici. Le premier, c'est celui de Fernand Braudel, et je pense en particulier à son grande œuvre en 3 volumes, Civilisation matérielle et capitalisme, dont d'ailleurs Isabelle s'est inspirée et qu'elle cite à plusieurs reprises. Et je voudrais citer l'autre nom, celui des directeurs de thèse d'Isabelle, notre collègue plus âgé que moi, Alberto Tenenti, un grand historien italo-français, franco-italien, qui était un de ces Italiens attirés par Braudel et le rayonnement de Braudel et de l'école des Annales, venu à Paris, resté à Paris, mais gardant toujours ses attaches italiennes, en particulier vénitiennes, et qui étaient les directeurs de thèse, donc les maîtres d'Isabelle. Je pense qu'il était important que ces deux noms soient cités. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je voulais juste, en quelques mots, dire dans quelle mesure ces livres procèdent d'un certain programme de recherche qui était, je dirais, le nôtre à cette époque. De tout ce groupe qui se trouvait autour des Braudel, que j'ai eu l'honneur de fréquenter beaucoup, même si j'étais toujours un peu hérétique. Vous savez, des curiosités que les maîtres acceptaient, mais avec quelques difficultés parfois. Bon, cela étant dit, c'est un livre, et cela ressort très clairement d'ailleurs de ce que disait Mme Crouzet-Pavant, c'est d'abord une histoire de la civilisation matérielle. Mais c'est aussi un livre qui, étant un exemple de l'histoire de la civilisation matérielle au sens tout à fait brodélien du terme, prolonge cette étude de la civilisation matérielle vers une étude de ce que, en tout cas pas dans les quartiers des Annales, on n'aurait jamais utilisé de parler de culture spirituelle, mais enhardissons-nous et disons-le, c'est-à-dire c'est un livre qui prolonge l'étude de la culture matérielle. Il y a toute une série de sorties comme ça, vers l'étude des goûts, vers l'étude dont Michel Hochmann a parlé, vers l'étude des curiosités intellectuelles, qui apparaît à plusieurs reprises, vers l'étude de la dévotion, un sujet extrêmement important, vers l'étude des horizons géographiques. Donc, juste pour citer 4 exemples de ce qu'on peut tirer de ces livres si on les lit justement comme une sorte d'ouverture, si on le voit comme une fenêtre ouverte, non seulement sur l'équipement matériel des Vénitiens de cette époque, mais aussi sur leur vie mentale, leur manière de penser, leur manière de réagir, leurs émotions, leurs idées. Bon, ça c'est un premier point. Et le deuxième, très rapide, là aussi la chose a été dite par Mme Crouzet-Pavant, je la reprends juste, c'est cette approche des sociologies historiques poursuivie dans ces livres avec une très très grande rigueur, avec un effort de la représentativité, d'essayer de construire un corpus à partir de cette masse d'inventaire, de construire un corpus qui fasse sens, c'est-à-dire qui permette de voir non seulement ces Vénitiens pris à part dont nous avons les inventaires et dont nous voyons les intérieurs, mais de voir la société vénitienne dans toute la complexité de sa composition sociale qui ne se réduisait évidemment pas
au schéma qui était obligatoire à l'époque. C'est en ce sens que je vois dans ces livres, avec une certaine nostalgie aussi, et un certain attendrissement, comme je dis, j'ai assisté à cette soutenance. Quand c'était une thèse, je vois dans ces livres vraiment, tout à coup, toute une démonstration de toute la productivité cognitive de l'école des Annales, et reste à espérer que sa publication suscitera encore quelques vocations, non seulement pour les intérieurs vénitiens. E parlerò in italiano. Sì. E vorrei ringraziare in primo luogo l'Istituto Italiano di Cultura, che per me da tantissimi anni è una casa aperta, come una delle case che io ho studiato, e in particolare Marina Valensise, il direttore, e Sara Garbagnoli, oltre agli illustri relatori e amici che hanno avuto la gentilezza di essere con noi. E vorrei ringraziare il mio editore, Michel De Mol, e particolarmente Thierry Delacroix e Gabriel Milesi, che mi hanno condotto in questo percorso di trasformare una tesi, anche un po' invecchiata, in un libro. E vorrei ringraziare anche il mio centro di ricerca TRAM dell'Università di Amiens. Ho sempre un certo pudore e un'emozione a parlare di Venezia, come Marco Polo nelle Città invisibili di Italo Calvino, quasi come quando se ne parlandone se avessi paura di perderla. Qualche osservazione tuttavia sul mio lavoro. Questo studio è stato intimamente legato alla mia vita, giacché ho avuto la fortuna di crescere a Venezia, in una casa veneziana, e di sensibilizzarmi su queste tematiche negli anni di formazione in Francia e in particolar modo all'École des Hautes Études, con l'insegnamento e la sensibilità di un grande storico come Alberto Tenenti. E ringrazio Christophe Pomian di aver messo nel contesto questo lavoro, lo ringrazio veramente di cuore. Christophe Pomian e Daniel Roche hanno arricchito e potrei dire reso più cosmopolita la mia prospettiva di ricerca. Il lavoro, è vero, è maturato lentamente, interrotto da una vita segnata da molti soggiorni all'estero, 4 anni a Istanbul e 7 in Medio Oriente. Tuttavia, queste interruzioni hanno in fondo permesso un recul importante e probabilmente accentuato, forse troppo, alcuni aspetti, per esempio l'interesse per gli oggetti orientali, per i nomi orientali, ma un libro fa parte della vita e quindi in questo senso, per forza di cose, senza contare che per uno storico di Venezia vivere a Istanbul è un'esperienza davvero unica. Il libro è un lavoro di una donna, più attenta al quotidiano e che attribuisce maggior peso agli oggetti domestici. Bisogna sottolineare, tuttavia, che la Venezia che ho preso in esame, nell'autunno dorato del suo splendore, ha una grande consapevolezza dell'importanza reale e simbolica dei beni materiali, proprio in un momento di cambiamento di prospettive economiche e sociali, come quello rappresentato dal tardo Cinquecento, dopo la scoperta dell'America, la riconversione e tutto questo. Del resto, l'uomo premoderno è estremamente consapevole della presenza delle cose e dell'importanza del suo dominio su di esse. Questo si verifica anche in altri contesti, come a Roma nel Seicento, che lo studio di Renata Ago ha ben messo in luce. A proposito di quello che diceva Pierre Rosenberg, effettivamente una sinergia tra questi lavori delle città italiane, e anche Napoli per esempio, ancora Gérard Labro, eccetera, sarebbe veramente una bella prospettiva. A Venezia i beni mobili e il comfort
relativo e proporzionale che ne deriva dentro le case sono quasi un baluardo contro la crisi. Lo rivediamo in tempo di peste, la grandissima e funesta peste del 1576, quando la paura della morte avrebbe dovuto relativizzare l'importanza delle cose. I veneziani esprimono invece un tenace attaccamento agli oggetti terreni. I complementari testamenti, perché certo io ho studiato gli inventari, ma una fonte va sempre incrociata con altre fonti, quantomeno testamenti e anche altre fonti, i testamenti ci parlano dei beni trasmessi in eredità, ad esempio tra delle donne, sorelle, nipoti, massere, domestiche, e talvolta, dice il notaio, in segno d'amor, non per bisogno che lei abbia, e fanno comprendere l'importanza simbolica e affettiva degli oggetti. La presenza di questi numerosissimi documenti, così dettagliati, che danno dei particolari toccanti del quotidiano, il contenuto delle tasche di un abito di un marinaio, la musina della puttina, il salvadanaio, il tirelire della bambina, i giocattoli, ne è una prova. Ogni casa viene fotografata, fissata da questi atti notarili. È un'istantanea di vita che l'inventario, come un proiettore privato, illumina. Il mio tentativo, certo non compiuto e che è solo una base di partenza per altri studiosi, è stato quello di legare gli uomini alle cose possedute, di cogliere il peso specifico degli oggetti rivisti come segni. E riaggiungo quello che diceva Christophe Pomian, certo, cultura materiale, ma anche un passo in avanti, se possibile. Gli inventari veneziani, per me tutto tranne che delle piatte liste, sono documenti che selezionano ma non tradiscono e che a un'attenta lettura rivelano il tessuto connettivo della città costruita sull'acqua. Si compone un mosaico di una società che tiene alti i valori della qualità della vita e del benessere nelle case. Ho voluto ampliare lo sguardo a categorie sociali poco studiate, persone del popolo in case modestissime, talvolta in una sola stanza, Elisabetta ha ricordato, merciai più agiati, spezieri più colti, fino a medici, avvocati rivisti nel loro cadre de vie, fino ai grandi mercanti appartenenti alla seconda fascia della società veneziana, i cittadini, potremmo dire impropriamente la borghesia, che, proprio perché esclusi dal potere politico, vogliono mostrare attraverso i beni di pregio, i mobili, gli strumenti musicali, gli oggetti dorati in quantità, un'agiatezza da poco conquistata. Essi stanno vivendo un momento magico di grande ricchezza che non durerà. La Repubblica non avrà, diciamo, quella elasticità che ebbero altri paesi come l'Olanda di integrare in qualche modo questa seconda fascia sociale alla classe dirigente, senza escludere ovviamente i patrizi, ma evitando l'equazione troppo semplice patrizio uguale palazzo, giacché non pochi nobili erano già in precarie condizioni economiche. Si è allargato lo sguardo anche alle case degli stranieri, così presenti, e in particolare al difficile modo di abitare degli ebrei nel ghetto, il primo ghetto, lo sappiamo, della storia. È un lavoro inedito che cerca di aprire una finestra su un'altra Venezia, è stato già detto, meno nota rispetto ai cliché e alle immagini anche troppo sovente diffuse. In qualche modo, partendo dal piccolo, si è cercato di ricostruire il grande che lo ingloba. Le due immagini possono coesistere e completarsi. L'intento era anche di rivedere in modo meno schematico le componenti della società veneziana, di cogliere il tessuto sociale così speciale che è frutto dell'unicum veneziano, di una città da una così singolare struttura urbana. Un esempio è quello delle case degli artigiani e degli artisti minori
che rappresentano una categoria, oserei dire, trasversale di questa società. Non bisogna dimenticare inoltre che a quest'epoca i beni mobili, le stoffe, i tappeti, gli oggetti di cucina, in breve tutto ciò che compone una casa, veniva rinnovato molto più di rado. La nostra società dei consumi ci fa talvolta perdere di vista questo punto importante. Un altro obiettivo per me fondamentale era di rivedere i documenti nella loro interezza, senza estrarne le caratteristiche più salienti o gli oggetti, ad esempio, legati all'agrément, come i quadri, le stampe, i libri e così via. Molto resta da fare e le difficoltà è di riuscire a maîtriser un argomento che tocca davvero tante discipline: la storia dell'architettura, dell'arte, della famiglia, la storia economica, la demografia, e si potrebbe continuare. La casa è un microcosmo carico di segni. Per concludere, è certo che un filo di nostalgia per questa Venezia all'apice della qualità della vita, dove trionfa la pittura, la musica, il colore, il vero cosmopolitismo. Si trovano oggetti provenienti dalla Turchia accanto a oggetti fiamminghi, tedeschi, in una coesistenza che io chiamo pacifica nel testo, che è da tutti accettata. In questa città dove si stampa in greco, in arabo, in armeno, dove Rialto è il grande emporio internazionale. È vero che questa nostalgia pervade un po' le pagine del libro. E Pierre Rosenberg l'ha colta con la acutezza che tutti gli conosciamo. Ora che la città sta perdendo sempre di più la sua identità, la sua popolazione e il suo tessuto sociale e produttivo, ora che i problemi di conservazione si stanno accentuando in un contesto inoltre di crisi economica, questo sentimento non può che essere forte. Tuttavia, restiamo positivi, il libro è stato scritto nella tenace speranza che una migliore conoscenza dell'interno, attraverso delle fonti inedite, visto che molti manufatti cinquecenteschi sono andati distrutti o dispersi, e questo è un altro soggetto che meriterebbe di essere trattato più ampiamente, possa servire alla conservazione e al restauro di un patrimonio urbano e mobile davvero unico. Venise sait rebondir, la città sa tirar fuori la sua forza, lo deve fare anche in questo difficile contesto. Ed è con questa speranza che vi ringrazio dell'attenzione e sono a vostra disposizione se c'è qualche curiosità. Voilà, donc s'il y a des questions à poser à Isabella, s'il vous plaît, nous avons un micro qui peut circuler. En italiano o in francese? Italiano. Il direttore mi dice in italiano. Allora dico in italiano. Anche se conosco Isabella da tempo e conosco quanto è brillante e viva, interessante, però quello che mi ha stupito leggendo il suo libro, io che sono profana dell'argomento perché ho una formazione giuridica e letteraria, è stato come ha fatto a trasformare giustamente tutti questi documenti di studio, cioè passare dalla chercheuse, restare in chercheuse e nello stesso tempo trasformare questo libro in un libro accessibile anche a dei profani come me, e di renderlo gradevole, di renderlo interessante, di renderlo vivo. È stata questa una delle ragioni per cui i presenti si sono lamentati della lunga attesa della messa al mondo di questo libro, oppure era difficile trovare il tono giusto,
l'incipit giusto per svolgere questa materia in maniera accessibile ai comuni lettori, diciamo, anche se lettori interessati naturalmente. Sì, è stato abbastanza difficile effettivamente. Io poi appunto l'argomento tocca tante discipline che io, essendo poi insicura di natura, avevo sempre Elisabeth che mi ha molto sostenuto in tutti questi anni dicendo ma finisci questo lavoro. Avevo sempre una certa, diciamo, riserva, anche una parte di paura, perché non è un libro di storia dell'arte, non è un libro di sociologia, non si può, on peut pas tout maîtriser. E un po' quello, devo dire anche un grazie al mio editore che ha detto di sfoltire un po' le note senza togliere il carattere serio e scientifico del lavoro, e l'ha anche ritmato con questi paragrafi, sottotitoli che io forse non approvavo, ma anche pubblicare il libro è in fondo una vicenda umana, non approvavo, mi sembravano un po' infantili, ma servono invece a ritmare e aiutare un lettore. Il libro, tra l'altro, si può leggere anche capitolo per capitolo, una volta letta l'introduzione, perché in fondo chi vuol leggere il capitolo sulle donne o il capitolo sugli ebrei, cioè è diventato effettivamente, spero di essere riuscita, diciamo, a una scommessa, a un pari che non era facile, di farne un libro di lettura piacevole e appunto con una partenza molto, di una documentazione molto seria e di un lavoro di tesi. Bonsoir, merci de votre travail qui est vraiment remarquable. La question que je vais vous poser a trait aux corporations. Est-ce que les scuole ont joué, quel est le rôle joué par les scuole dans l'élaboration de l'intérieur vénitien de la Renaissance? Est-ce que notamment le cosmopolitisme dont vous faisiez état tout à l'heure avec beaucoup de brio est passé par les scuole ou bien directement? Non, les scuole ont joué un rôle fondamental dans tous les... Absolument, les scuole ont joué un rôle fondamental. Les scuole, dans la société vénitienne, vous savez mieux que moi, les scuole étaient, comment dirais-je, un instrument puissant de solidarité collective, de diffusion de goût, de diffusion de manière de vivre. Par ailleurs, la scuola di San Rocco, à laquelle je suis liée pour des raisons familiales, aussi, depuis très très longtemps, a été tellement sensible, ça me revient à l'esprit, aux problèmes de la maison, qu'elle avait réalisé une série de, disons, de maisons modestes qui étaient données aux gens plus démunis, aux confratelli plus démunis, avec un mobilier de base qui est passionnant. La République était tellement sensible aux problèmes de la maison et les scuole participaient d'une façon extrêmement importante à tout ça. Absolument, oui, c'est une très bonne question. Qui demande la parole? S'il n'y a personne, il ne reste, je crois, que de clore cette séance. Encore une fois, je pense que nous avons tous beaucoup appris et que nous avons tous beaucoup appris d'une manière très agréable. Donc, je pense que c'était tout à fait réussi et dans le meilleur style vénitien. Merci. Merci à vous tous.